Donc, les formations qui fonctionnent vraiment en 2026 pour développer des compétences auprès de vos collaborateurs. Donc, c'est vraiment cette thématique très forte qui vous est proposée aujourd'hui. Tac. Bah, on va commencer du coup cette conférence par nous présenter. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, je vais commencer par moi-même. Donc, moi, c'est Benoît Jacquelin. Donc, je suis infographiste chez Cebios depuis maintenant plusieurs années, hein, ça fait maintenant 8 9 ans. Et depuis justement toutes ces années, j'ai pu concevoir et réaliser plus de 300 supports de formation ludique et de modules e-learning, donc sur des sujets divers et variés. J'ai par exemple réalisé des modules pour l'accueil des nouveaux arrivants, par exemple, sur des thématiques un peu plus axées bonnes pratiques générales, bonnes pratiques d'hygiène, etc. Et sur d'autres thèmes, comme par exemple plutôt des thèmes qui se focalisent sur le métier, sur certains métiers spécifiques de certains salariés dans des entreprises, que ce soit agroalimentaires ou d'autres types de secteurs. Voilà. Ah, Sam. merci Benoît pour cette présentation rapide. Alors l'idée c'est d'être très synthétique. Donc Mm, moi donc c'est Samuel Gervais, je suis le président de Cebios. Donc Cebios c'est un organisme qui fait pour une partie de ses activités de la formation. Donc on existe depuis 20 ans. On est organisme de formation professionnelle Calliope. On a aujourd'hui dans nos activités de formation environ 1000 personnes que nous formons par an physiquement et environ 15 000 personnes par an qui sont formées et sensibilisées à travers nos outils digitaux et outils qui peuvent être également des outils physiques, des plateaux d'activité, des jeux, des éléments de ce type-là. Et l'idée de cette conférence, c'est de pouvoir essayer de partir d'éléments peut-être plus théoriques, de comprendre un petit peu tous les éléments cognitifs qui sont utilisés par les apprenants pour pouvoir identifier, analyser, mémoriser et pouvoir voir comment la partie ludopédagogie est un des outils qui est très très intéressant qu'on peut utiliser dans la partie de formation qui va être dédiée au personnel et comment rendre plus efficace possible ces formations. Voilà. Je pense qu'on a tous en tête parfois des formations qui sont très théoriques, qui amènent peu d'efficacité à la fin, peu d'interaction avec les gens. L'idée étant vraiment de pouvoir favoriser en fait un maximum d'interaction et également on verra comment on va identifier l'acquisition de compétences, favoriser la mémorisation et transformer des connaissances en compétences qu'on peut appliquer sur le terrain. Voilà. Donc on va essayer en 1 heure, c'est un beau challenge mm, de partir de tous ces aspects théoriques euh, je dirais, tout ce qui est lié au fonctionnement de l'esprit lorsqu'il va traiter de l'information et comment on va mm. utiliser ces éléments-là pour le transformer et puis rendre nos formations le plus efficaces possible. Voilà, tout simplement. Ça, exactement. Et justement, pour rester un peu dans le thème, on va vous proposer une petite activité pour justement débuter cette conférence. Donc là, hop, je vais juste changer d'onglet. Donc on vous propose une petite activité dans laquelle en fait on va vous poser une question. Donc en l'occurrence, c'est pour vous, quelle est la meilleure méthode pour acquérir des compétences en entreprise? Donc pour ce faire, on vous invite à scanner le petit QR code qui s'affiche sur votre écran pour justement que vous puissiez répondre à cette question de votre côté sur vos téléphones. Donc on est vraiment intéressé justement par votre point de vue là-dessus. Donc il y a pas de mauvaise réponse évidemment, hein. Justement, on est preneur de votre perception par rapport à tout ça. Donc là, je vous laisse tranquillement scanner le QR code et après, on va pouvoir démarrer cette petite activité.
qu'il y a encore quelques participants qui sont en train de se connecter. Je pense qu'on va pouvoir débuter le petit quiz. Tac. On a une demande par rapport il n'y a pas de téléphone. Normalement, on peut copier, je pense, le lien en dessous Ah oui, oui, pour oui. participer. Donc, par rapport à la demande de chat, on peut se connecter en copiant le lien, je pense, et pouvoir Oui, se faire. Voilà, je l'ai le lien vient transmis. d'être Ouais. retransféré par rapport à la demande qu'on vient d'avoir. Voilà. Donc dites-moi si avec ce lien, justement, ça fonctionne de votre côté. Ah, je pense que oui, on a eu des participants en Oui, plus. ouais, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, Benoît. Je pense qu'on peut y aller. Allez, on va pouvoir commencer du coup ce petit quiz interactif. Hop. Alors voilà, donc pour vous, justement, quelle est la meilleure méthode pour acquérir des compétences en entreprise? Donc ça peut être des petits mots-clés, tout ce qui vous vient à l'esprit en fait, hein. Le partage, tout à fait, l'expérience, la formation, travail de groupe, la communication, très importante effectivement, interaction, on y revient, Et mise en situation également. ouais, informer, travail de groupe, atelier, pratique, ouais, tout à fait, démonstration, oui, Travail en équipe également, qu'on retrouve. L'expérience. Démonstration également, on voit éléments. Atelier, ouais. on a quelques éléments. La bonne humeur, c'est bien, c'est bien. Oui, oui, on n'y pense pas forcément, mais ça aide. C'est bien dans cette partie-là par rapport à ça. On a pas mal d'éléments qui sont participatifs. Ouais. On voit les aimants, les échanges entre entreprises également. Donc on voit Hum, des hum, hum. formations, compagnonnage aussi. Donc on verra. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tout ce nuage de mots là, qui est un petit peu comment dire, ce qui nous vient naturellement lorsqu'on va parler d'acquisition de compétences, bah, en fait, on se rend compte que la formation qui apparaît en gros au milieu, bah, en fait, parmi tous les éléments, c'est un des éléments, mais parmi beaucoup d'autres thématiques qui permettent d'acquérir des compétences, le travail en équipe, Hum, le hum, partage d'informations, le travail de groupe. Et on va voir comment, ben, à travers également, je dirais, l'ingénierie pédagogique, il est également intéressant d'envisager, lorsqu'on va faire des conceptions de parcours pédagogiques, comment on peut intégrer ces différents éléments qui peuvent être pris en compte pour améliorer justement au maximum la partie réalisation et, je dirais, acquisition des compétences. Voilà. hum. Petite Exactement. activité sympathique et ludique pour démarrer. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, on va de nouveau vous solliciter un peu plus tard dans la conférence, hein, vous le verrez, pour justement que vous puissiez participer de votre côté à quelques activités que nous avons pu développer. Mais j'en dis pas plus. Donc, on va revenir à notre présentation avec la première partie. Donc, pourquoi certaines formations échouent-elles? Ouais. Alors, c'est un des éléments sur lequel on va je dirais, démarrer. L'idée étant plutôt d'avoir un élément de réflexion et de se voir un petit peu quels sont les modèles actuels qui sont utilisés dans le cadre des formations et surtout de pouvoir voir en fait bah, quels sont les éléments qui vont pouvoir marcher. Tout d'abord, l'élément qui est important, c'est de se dire que le salarié qui va acquérir des compétences, on parle de compétences,
en entreprise, il va souvent l'acquérir par plusieurs mécanismes d'apprentissage qui, d'une manière générale, ont un élément de combinaison, en fait. On verra Mm. que souvent, on peut avoir une très bonne action de formation, par exemple, en salle, mais que si elle est faite de manière individuelle et indépendante d'une stratégie globale, il y a un risque qu'elle ait une activité, je dirais, qui soit moins positive sur l'acquisition de la compétence générale. Donc ça, c'est un des éléments. C'est tout d'abord que la partie de l'acquisition de compétences va passer par plusieurs mécanismes d'apprentissage qui vont se combiner. Et souvent, c'est l'aspect combinatoire qui va amener une bonne réussite. Nous, on est plutôt un cabinet d'ingénierie et juridique. On n'est pas du tout un cabinet RH, mais je pense que c'est intéressant d'avoir quand même en tête ce modèle RH, qui est le modèle souvent de référence utilisé, qui est le modèle 70-20-10, qu'on va pouvoir détailler juste là, et qui en fait qui est un élément de voir comment, en termes d'apprentissage, en fait, on acquiert les compétences en entreprise. Donc là, si on redétaille, on va avoir en gros, et c'est pas toujours très intuitif, 70% de l'expérience et de l'acquisition de compétences se fait en fait par la mise en pratique. Donc on voit, ça c'est quelque chose à avoir en tête, c'est que la mise en pratique va être quelque chose d'extrêmement important. Et donc, à nous aussi, lorsque vous allez développer des modules de formation, de se dire, bah, en fait, comment j'intègre une expérience, des mises en pratique, des cas concrets, mais c'est surtout de pouvoir, dans votre planning d'ingénierie, vraiment pouvoir aller jusqu'au bout de vos démarches et de pouvoir intégrer ces éléments-là avec toute la partie bah, mise concrète en pratique. C'est des éléments à prendre en compte. On a également, en gros, 20% des éléments qui sont dits en interaction sociale. Et donc là, c'est vraiment le transfert de compétences. Alors, on a beaucoup d'entreprises et je crois que c'était ressorti la partie tutorat Mm. qui est réalisée, la partie accompagnement, les mentors, les managers, les pairs. Et là, on va être vraiment sur un accompagnement qui va permettre d'avoir ces notions d'acquisition de compétences. Et enfin, pour 10% de tes compétences, elles sont acquises à travers des formations qui sont formelles et structurées. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est relativement intéressant. Lorsqu'on parle d'apprentissage et de compétences, je pense que si on n'a pas ce schéma en tête, on a souvent une tendance à penser que la partie formation prend un pourcentage beaucoup plus important. Mm. Mais en fait, on se rend compte que bah, les compétences dans l'entreprise, elles sont majoritairement acquises par l'expérience, par le tutorat et que la formation, en fait, est un des leviers, mais parmi plusieurs leviers qui sont définis. Alors, on verra, nous, on va faire un focus hein, sur cette partie-là et comment l'optimiser. Mm. C'est extrêmement intéressant dans vos parcours généraux de pouvoir après intégrer, j'ai de la formation peut-être formelle, puis par la suite, j'ai du tutorat, j'ai de la mise en pratique et Mm. j'intègre ça dans mon parcours pédagogique. On verra que dans le parcours de la formation en elle-même, on va aussi pouvoir intégrer un certain nombre d'éléments qui sont repris en compte. Voilà. Benoît, je pense qu'on a cette partie. Et donc, comme je l'ai dit, l'acquisition des compétences repose largement sur le travail réel et l'environnement organisationnel, pardon, plus que sur la seule formation. On Mm. verra, attention, à l'inverse, si on n'a pas parfois les éléments théoriques, bah, on va avoir des difficultés à le mettre en pratique, mais on verra aussi que l'expérience, notamment le passage par des retours d'expérience, par l'échec également, sont des éléments Oui. Mm. fortement intéressants en termes d'acquisition de compétences. Les principaux modes d'apprentissage qu'on retrouve en entreprise, j'imagine que pour vous et pour toutes les structures, c'est des éléments que vous allez avoir en tête. Mais en RH, on parle beaucoup de learning by doing. Donc les éléments, c'est l'apprentissage par l'expérience. On retrouve une partie de formation qui, elles, vont être formelles. Donc, c'est des acquisitions qui vont être structurées à travers des sessions de formation ou des modules e-learning, des parcours de formation. Et puis, on a l'apprentissage social avec l'observation, les interactions. Et derrière ce mot se retrouve beaucoup l'aspect tutorat. On verra sur la partie résolution de problèmes, c'est quelque chose qui va être très, très intéressant en termes d'acquisition de compétences, notamment dans le cadre de situations complexes. Alors, on verra, il faut adapter bien sûr la complexité
à la capacité et aux besoins qu'on a. Mais ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on peut assez facilement également intégrer dans les activités de formation en termes de ludopédagogie, mais ça, on verra plus tard. Les feedbacks et la réflexivité, c'est vraiment aussi à pouvoir analyser ses actions et pouvoir retravailler sur ce retour d'expérience. Et puis derrière, l'apprentissage qui est informel. Et en fait, on a énormément d'acquisitions de compétences aujourd'hui qui se font dans les entreprises avec un apprentissage qui est informel. Donc ça va être, je vais aller consulter de la documentation, consulter des informations, sans avoir un élément de formalisation complexe sur des éléments qui peuvent être un petit peu plus diffus et plus complexes à gérer. Voilà. À partir de là, ça nous donne un petit peu un contexte général, je dirais, de l'acquisition de compétences dans l'entreprise. Et ce qui est intéressant également lorsqu'on va concevoir des actions de formation, c'est de bien comprendre derrière le fonctionnement de l'esprit avec toutes les sciences cognitives, notamment comment il va traiter de l'info. Et Mm. on a fait le focus sur deux points des éléments cognitifs, comment on va être en capacité de capter l'attention, puisque nous sommes aujourd'hui, en tant que personne, ben, soumis à un très très grand nombre d'informations, et on verra que l'attention va nous permettre de trier ces informations, puisqu'on ne peut pas toutes les traiter par rapport à ça. Et derrière, très intéressant pour nous, quels sont les principaux mécanismes de mémorisation, comment on va favoriser la mémorisation, et qui derrière, cette mémorisation, ben, on verra, pourra être réutilisée notamment dans le cadre d'acquisition des compétences. Alors, il y a une courbe de l'oubli. Je ne sais pas si vous connaissez cette partie-là, donc des Mengos, qui est un modèle qui décrit la vitesse à laquelle une information est oubliée. Voilà. Donc, je pense qu'on a tous beaucoup d'éléments où parfois on va avoir des oublis après son apprentissage si elle n'est pas réactivée. Et donc là, c'est aussi très important de pouvoir réfléchir dans nos actions comment, y compris dans un support de formation, nous allons pouvoir techniquement aborder et pouvoir réactiver, y compris dans le support, des éléments clés que nous souhaitons traiter et aborder. Alors, bien sûr, en fonction des thématiques, des sujets, on va oublier des fois plus d'informations, mais il y a des modèles théoriques qui disent qu'en gros, si vous avez une action d'information qui est donnée, en 24 heures, il y a 70% des informations que vous aurez oubliées et dans les 90, enfin dans les 7 jours qui suivent, vous aurez oublié 90%. Alors forcément, on a l'impression qu'en voyant ça, bah, c'est quelque chose qui est extrêmement pénalisant, mais souvent, en fait, les éléments clés, on va voir, c'est ça qui est important à retenir. Et souvent, ce qu'on peut aussi se projeter, c'est se dire, bah, parfois, avec les 10% restants, bah, en fait, on maîtrise globalement bien une problématique. Voilà. Mm. Donc, c'est aussi à réfléchir, c'est de se dire bah, comment je vais faire et si je sais que j'ai des risques de perdre une partie des données, ça va être vraiment la notion de réactivation. Là, nous sommes dans un cadre théorique sans réactivation. Voilà. Donc ça, c'est un élément. Et si on prend la courbe de l'oubli et qu'on l'applique à l'entreprise, donc l'idée, c'est de vous donner vraiment des clés pour éviter ces éléments-là. Il est clair que sur la majorité des thématiques, Benoît, tu as abordé des thématiques de bonnes pratiques, qui peuvent être des bonnes pratiques de sécurité, Par d'environnement, exemple, oui, tout à fait, etc. oui. Mm. On a des éléments où très clairement, on a une tendance à favoriser des formations courtes et ciblées. Voilà, donc ça, Ouais. c'est un des Mm. éléments qui est très important. Et vraiment, derrière, dans vos ingénieries pédagogiques, la mise en pratique immédiatement des acquis. OK, Mm. j'ai acquis la connaissance et derrière, je mets en pratique. Je prends le cas, nous travaillons, nous, sur différents systèmes de management. Je vais prendre un exemple. Imaginons que quelqu'un a un système de management de l'environnement, il ne connaît pas comment faire une analyse environnementale et il fait une formation sur la méthodologie pour l'analyse environnementale. Si la formation est bien réalisée, etc., il va globalement acquérir la connaissance pour le faire. Mais s'il n'y a pas la mise en pratique et qu'il laisse un temps passer, malheureusement, on aura une grande probabilité que cette formation qui aurait peut-être été efficace à chaud, en fait, bah, la compétence ne soit pas prise parce qu'en fait, on ne l'aura pas mis en œuvre par rapport à ça. Les rappels managériaux réguliers
qui permettent également de faire des éléments de redite. Et puis, il y a aussi beaucoup aujourd'hui de développement de ce qu'on appelle le micro-learning ou les capsules de contenu. Donc ça, c'est des éléments de petites sessions de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Ce sont des éléments courts, mais qui permettent vraiment de faire un rappel sur une thématique, une Mm. problématique, et qui vont permettre de, comment dire, amener les éléments de rappel. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez complexe, puisque créer des microcapsules ou des éléments, c'est beaucoup, beaucoup de temps. La chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a des technos qui nous permettent d'avancer plus vite et donc qui vont rendre peut-être plus disponible ce type d'éléments de contenu. Et surtout, après, le tutorat et le retour d'expérience, qui est vraiment quelque chose qui est très, très important pour justement contrer un peu cette courbe de l'oubli. Et puis, ce qui est souvent le cas, c'est le dernier point, des évaluations espacées pour renforcer la rétention de la connaissance. Beaucoup d'entreprises, et ce qui est notre cas en tant qu'organisme de formation, on réalise des évaluations à chaud en fin de session. Et souvent, elles sont plutôt bonnes, mais c'est aussi intéressant dans vos parcours de formation d'intégrer des évaluations à froid qui peuvent être les applications, des éléments, des évaluations plus tard, et qui permettent de réactiver en fait également ces différents paramètres. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on passe en fait d'un élément très théorique qui est cette courbe de l'oubli, et en fait on se rend compte que si on veut éviter les éléments négatifs de la courbe de l'oubli, c'est quand même des choses qui sont très concrètes et qui sont Ouais. vraiment intéressantes à mettre en œuvre dans le cadre de stratégies pédagogiques. Et on verra que la partie ludique, en fait, va derrière aussi beaucoup favoriser cette partie d'apprentissage. Comme je l'ai dit, en sciences cognitives, on va avoir deux éléments sur lesquels je vais plus me focaliser, mais c'est la notion d'attention. Mm. Je crois qu'on parle beaucoup aujourd'hui des jeunes qui ont des problèmes d'attention par rapport aux réseaux sociaux. Ils sont exposés à un très grand nombre de données et d'informations. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est tout d'abord de se dire, en fait, l'attention, quel est son principe et quel est le mécanisme cognitif qu'elle utilise. Le mécanisme de l'attention, c'est un mécanisme qui va permettre de sélectionner les informations pertinentes en leur consacrant des ressources mentales, en maintenant leur traitement en fonction d'un objectif. Donc là, c'est un élément qui est intéressant. Et ça, c'est comment le cerveau va recevoir plus d'informations. Et ça, c'est un élément qui est important. En fait, Mm. on est stimulé par un très, très grand nombre d'informations aujourd'hui, que ce soit dans notre travail, nos emails, nos données, etc. Et on ne peut pas tout traiter en profondeur. Et l'attention doit nous permettre de jouer un rôle essentiel en termes de filtre et en termes de priorisation. Et Mm. ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'en fait, si on a cet élément qui est pris en compte, on va pouvoir le prendre en compte en se disant, dans la conception d'un parcours de formation ou dans la conception d'un module de formation, en fait, quels sont les éléments sur lesquels je veux prioriser et comment je vais pouvoir attirer l'attention sur cet élément parmi peut-être d'autres éléments qui, eux, auront moins d'importance dans notre phase d'apprentissage. On verra que justement, les activités qui peuvent être ludiques, les activités qui vont être pratiques, les activités de mise en situation vont justement favoriser cette mise en avant et vont attirer cette partie d'attention qui est définie par rapport à ça. Donc ça, c'est une étape vraiment clé de l'apprentissage dessus. Donc après, pour favoriser l'attention, bien sûr, on a réduire la surcharge cognitive. Je pense qu'on a tous eu des gens, alors nous en tant qu'organisme de formation, ça nous arrive de temps en temps et c'est pas la partie qui nous fait le plus plaisir. Vous arrivez en formation et vous avez, je sais pas, je vais prendre des exemples qui, allez, peut-être sont arrivés chez Cebios, 5 cadres à former et les cadres ont tous leur ordinateur portable, traitent leur mail, traitent leur téléphone et globalement ont une attention très réduite parce qu'en fait, ils ont une surcharge d'informations qui vont dessus et donc on perd une notion d'attention et on a des risques d'avoir des aimants. D'où l'intérêt de réduire la surcharge cognitive Mm. et après de bien définir dans une formation quelles sont les règles à respecter pour pouvoir avoir ces éléments de disponibilité en fait de l'attention. Alterner la partie théorie et pratique, et c'est pas toujours simple parce que parfois, créer du contenu théorique, c'est plus facile que des activités pratiques.
Et c'est parfois, on se dit, bah, on aura fait le gros du travail et réalisé par rapport à ça. Et donc, c'est très important dans toutes vos actions d'acquisition de compétences et de formation de pouvoir alterner ces aspects théoriques et pratiques. De la même manière, la pratique seule, bah, des fois, ne sera pas suffisante parce qu'en fait, il nous manque la théorie initiale ou il nous manque cette partie-là. Mais voilà, cet aspect de alternance de théorie et de pratique. Créer bien sûr des objectifs explicites. Pourquoi on fait une formation? Quels sont nos buts, nos objectifs? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme compétences? Et utiliser tous les retours d'expérience, tous vos feedbacks par rapport à ça. Et puis derrière, c'est organiser des rappels espacés. Et là, ça refait un lien avec la courbe de l'oubli qu'on a pu voir tout à l'heure. Et donc, c'est très intéressant derrière de pouvoir refaire des éléments qui vont pouvoir amener parfois des éléments qui peuvent compléter des formations, mais surtout euh, sublimer ou, entre guillemets, rajouter des éléments qui permettent de faire un rappel sur un certain nombre de thématiques. Une fois qu'on a capté l'attention, on va avoir un sujet qui va pouvoir être traité. Derrière, c'est de favoriser la mémorisation. La mémorisation, en termes cognitifs, c'est un processus par lequel on va avoir une information qu'on a captée, mais on va la transformer et on va la stabiliser. Et derrière, elle est rendue récupérable ultérieurement. Voilà. Il y a un certain nombre de choses, je pense que ça nous est tous des fois arrivé. Bah, vous allez avoir un élément qui attire votre attention, mais vous n'allez pas avoir de mémorisation du contenu, parce qu'en fait, bah, on aura des éléments où on n'aura pas transformé, on n'aura pas stabilisé l'élément. Et donc, s'il n'est pas stabilisé et pas récupérable, bah, derrière, on ne pourra pas réutiliser en fait cet élément dans une action, un raisonnement ou une décision. On verra, c'est un phénomène qui est très très intéressant puisqu'en fait, on va voir qu'il y a plusieurs facteurs qui vont favoriser la mémorisation et donc cette mémorisation, ça va nous permettre derrière de faire le focus ce sur quoi on veut optimiser en fait nos actions. Donc tout d'abord, une attention donc dirigée et ciblée. Donc c'est vrai que si vous traitez d'une thématique des fois très 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 large dans une thématique de formation, mais en fait, il y a tellement, tellement, tellement d'informations à avoir que en fin de session, bah, les gens n'auront pas eu la capacité de mémoriser parce qu'en fait, il y avait trop d'informations à Mm. capter. Des informations donc qui sont clairement comprises, et donc c'est souvent le cas, c'est aussi dans les actions de formation, avoir la capacité de, je dirais, adapter le niveau du contenu aux personnes qui sont prises et des connaissances qui peuvent derrière être bien organisées. Donc après, organiser des rappels actifs et réguliers, faire des révisions espacées dans le temps. Et donc là, ça peut être aussi fait par rapport à des actions d'évaluation à froid qui peuvent faire aussi Mm. office de rappel. Et puis l'application rapide de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, je vais prendre un exemple, on va prendre quelque chose qui est à la fois théorique et pratique, et je pense qu'on l'a tous en tête. Bah, si lorsqu'on passe son permis de conduire, on a une partie théorique qui va être le code, les éléments, et en fait, bah, si on ne passe pas tout de suite à l'apprentissage, on a un risque de perte de partie de ces connaissances théoriques parce qu'on ne les aura pas appliquées de manière concrète et pratique. Voilà. Donc l'application rapide à travers l'apprentissage, ça c'est aussi quelque chose à bien mettre en œuvre lorsque vous allez avoir des actions, par exemple, de formation qui sont spécifiques, notamment sur des méthodologies, des méthodes, où en fait, bah, se dire c'est bien d'être formé, par exemple, sur une méthode, mais derrière, mais c'est très important de pouvoir passer à l'application concrète. Je sais également que nous, ce qui est le cas, dans un certain nombre de nos actions de formation, on intègre maintenant systématiquement des actions concrètes de mise en pratique dans la foulée. Je vais prendre un exemple. On a toute une partie, on fait pas mal de formations d'auditeurs internes, où on a un module de base qui intègre des activités ludiques et pratiques. Mais aujourd'hui, on a souvent un module complémentaire qui va être carrément la réalisation le lendemain d'audit directement, que ce soit en termes de management, de sécurité ou d'environnement, sur le terrain pour en fait bah, pouvoir transposer ce qui a été vu en théorie en partie pratique. Mais comme je le dis souvent sur cette action-là, en fait, la formation réelle, elle va continuer dans le temps. Et les auditeurs qui ont été formés, c'est à travers tous les audits qu'ils vont réaliser par la suite qui vont en fait renforcer leurs compétences. Voilà.
Donc ça, c'est un des points. Et là, c'est une comment dire, enchaînement qui est très intéressant et qu'on a mis exprès pour vous. Comme ça, vous l'aurez dans le support. Mais voilà, c'est de se dire en fait comment on acquiert des compétences. Donc l'exposition, en partant de l'exposition donc à une problématique, en fait, ce qu'il va falloir en termes de stratégie, c'est comment on va faire un captage de l'attention vis-à-vis de cette problématique. Et derrière, en gros, comment on va encoder, donc mémoriser avec la consolidation au niveau de la compétence. Et puis derrière, organiser les rappels, les mises en pratique pour en transformer cette action qui sera une action d'exposition à une compétence qui est acquise dans l'entreprise. Voilà. Donc ça. Donc la compétence apparaît lorsque celle-ci est mémorisée et que derrière, elle devient mobilisable dans une situation réelle de travail, en fait. Donc, j'ai mon information, j'ai une connaissance qui est mise, qui devient derrière mémorisée, elle va pouvoir être mobilisable et je vais pouvoir l'utiliser. Et à partir de là, ça va devenir une compétence par rapport à cette partie, puisque je vais être en capacité de réaliser dans une situation réelle la mise en œuvre de cette compétence. Voilà pour cette partie-là. Et puis, Benoît, bah, Ouais, ouais, on mais avait dit qu'on ferait à peu près moitié-moitié, hein. c'est J'ai à ça. peu près pas trop débordé, Non, voilà, vraiment. ça va. Voilà. Euh, Donc l'idée, c'était de vous donner un petit peu déjà, voilà, l'élément de euh, quelles sont les mécaniques cognitives et les principes généraux qu'on doit développer dans l'acquisition des compétences. Et là, on va voir comment on va pouvoir focuser sur ces aspects généraux de levier qui vont favoriser l'implication des collaborateurs dans les actions de formation. Tout à fait. Donc, merci Samuel pour cet état des lieux et ce contexte très important à avoir en tête, hein. C'est primordial avant justement de passer à la partie concrète de la ludopédagogie. On peut effectivement avoir une formation très complète, très bien structurée, mais si les apprenants ne sont pas impliqués, bah, c'est difficile pour eux pour justement retenir le message qui est transmis durant la formation. Donc justement, c'est ça qui nous amène à la partie 3, dédiée aux leviers qui vont favoriser réellement l'implication des collaborateurs. Donc on a souvent une formule assez simple qui permet de résumer euh, les conditions d'implication pour les apprenants. Donc, d'après cette formule, en fait, l'implication serait égale au sens multiplié par la capacité d'agir, multiplié par le soutien, et enfin multiplié par l'utilisation réelle. Donc, comme vous pouvez le constater, tout d'abord, bah, c'est que justement l'implication va dépendre de plusieurs facteurs et pas seulement d'un seul facteur. Donc là, justement, on va pouvoir balayer un peu plus en détail ces différents leviers. Donc, tout d'abord, le premier levier, le sens. Donc, comprendre le pourquoi de la formation et de son utilité. Donc, en fait, un collaborateur va s'appliquer davantage s'il comprend pourquoi on lui demande d'apprendre quelque chose, tout simplement. Et en fait, il doit pouvoir répondre à des questions très simples du type à quoi ça sert, en quoi ça me concerne en tant qu'individu, et surtout quel est le lien avec mon activité ou mes responsabilités au sein de la société. Ensuite, nous avons le deuxième levier, la capacité d'agir, donc avoir les moyens et l'autonomie pour appliquer les compétences. Donc en fait, il ne suffit pas de savoir finalement, il faut aussi pouvoir faire. Donc c'est pour ça que par exemple les mises en situation, les exercices pratiques, etc. sont souvent plus efficaces qu'une simple présentation descendante. Donc en fait, ils vont permettre à l'apprenant bah, de tester, de réussir, de se tromper et bah, si c'est le cas, bah, de comprendre justement pourquoi il s'est trompé. Le troisième levier pour que les apprenants puissent s'impliquer dans une formation, c'est le soutien. Donc, bénéficier d'un encadrement ou d'un environnement propice. Donc, ce soutien peut venir, par exemple, d'un manager, d'un responsable, d'un collectif, par exemple,
mais il peut aussi venir du dispositif pédagogique en lui-même, avec, par exemple, bon, on l'a dit tout à l'heure avec Samuel, notamment le feedback, qui est très important, et qui va pouvoir justement expliquer à l'apprenant pourquoi il a eu bon, par exemple, à telle ou telle activité, ou au contraire, pourquoi il a eu faux, pour justement qu'il puisse s'améliorer par la suite. Et enfin, le quatrième levier, l'utilisation réelle, donc appliquer les acquis dans des situations de travail concrètes. Donc, une compétence en fait qui n'est jamais réutilisée par la suite a de grandes chances de disparaître, comme on a pu le voir justement avec la courbe de l'oubli. Donc, l'intérêt en fait, c'est vraiment de mettre en pratique la connaissance qui a pu être dispensée durant la formation pour ensuite la transformer en compétence. Donc, tac. Donc cette formule, en fait, nous montre bien que c'est l'ensemble finalement de ces facteurs qui vont pouvoir, en fait, qui vont permettre aux apprenants de s'impliquer davantage dans une formation. Et c'est justement là, justement, que la ludopédagogie va intervenir. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la ludopédagogie? Bah, tout simplement, c'est l'apprentissage par le jeu. Donc souvent associé à une formation dynamique, agréable pour les apprenants. Mais son intérêt, justement, ne se limite pas à rendre une formation sympa, entre guillemets. C'est pas le fait de jouer qui va automatiquement faire apprendre davantage. Il faut bien faire attention à ça. Et justement, que la mécanique du jeu ne surplombe pas, justement, le message pédagogique qui est proposé derrière dans la formation. Donc, ce qui fait apprendre, justement, ce sont les mécaniques, les caractéristiques du jeu au service justement d'un objectif pédagogique clair. Ça, justement, on va le voir juste après. Euh, Après, Benoît, je pense que c'est oui, aussi intéressant si tu reviens juste derrière oui, par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant, c'est que un certain nombre de jeux vont faire justement nous mettre dans des conditions qui vont être favorables justement à tout ce qui est cognitif qu'on a pu voir, donc qui vont créer l'attention, qui vont créer les éléments de mémorisation et qui favorisent l'apprentissage. Donc c'est exactement ce que tu dis, c'est cette partie-là, c'est en fait, c'est pas faire du jeu pour le jouer, mais c'est vraiment utiliser en fait le mhm, jeu pour favoriser en fait ces motifs par rapport à ça. tout à fait, exactement. Donc Alors, il y a là, une petite question dans le chat par rapport à ah, ça. Est-ce dis-moi. que le jeu peut être considéré, hop, je vais reprendre cette partie-là, comme une partie pratique dans le cas où il est difficile de le faire sur le terrain? Alors, on va avoir des éléments, mais comme vous pouvez le voir, vous verrez à travers des exemples, bah oui, en fait, il y a parfois des éléments où il est difficile de les réaliser sur le terrain parce que, bah, je ne sais pas, on va dire, nous sommes en activité de production, il y a des règles Hmm, d'hygiène à respecter, il y a des éléments de sécurité, si vous avez un groupe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, certains jeux vont pouvoir, alors en fonction d'eux, mais on peut avoir tout à fait des éléments de jeux ludiques type éléments digitaux où on peut recréer des environnements qui sont similaires aux activités industrielles, mais qui vont permettre de pouvoir justement mettre en pratique sans forcément se déplacer dessus. Je crois que Benoît, tu vas avoir dans un des exemples, il y aura quelque chose d'assez concret, puisque je crois que tu as prévu une présentation sur des bonnes pratiques environnementales, oui, où tout à fait, oui. globalement, bah, en fait, on Ouais, a recréé un univers industriel et où on va pouvoir aller regarder des pratiques, travailler, voir ce qui est fait par rapport à ça. Mais très clairement, le jeu est dans sa conception. On verra, en fait, on devrait plutôt parler des moyens des jeux parce qu'en fait, on a un grand panel ouais, ouais. de thématiques qui est fait. Et on a également parfois le cas où, bah, pour faire des mises en pratique, on peut également avoir des simulations de cas réels dans des exemples qui peuvent être pris dans les formations et qui peuvent être des éléments de concrétisation. Et après, ce qui est intéressant, c'est que la partie pratique réelle, bah, elle sera remise en œuvre Hmm, quand les personnes réintégreront leur poste de travail. Voilà. ouais. Je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire, Siemel, effectivement, sur la partie simulation. Cette partie-là est super importante pour l'apprenant parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il va pouvoir justement tester en toute sécurité
donc sans se mettre en danger. Et ça, justement, ça va lui permettre d'aller un peu plus loin, justement, dans l'apprentissage de certains sujets qui peuvent paraître un poil dangereux, entre guillemets, si ça devait amener à se faire justement sur le terrain de prime abord. Donc, effectivement, ça peut s'apparenter finalement à une partie introductive. Donc, avant d'aller vraiment sur le terrain, au cœur de l'élément, bah, avoir cette partie simulation pour se préparer mentalement par rapport à ça. Donc, si nous revenons sur notre support, effectivement, donc Ah, pardon, c'était un peu trop vite. Donc, le jeu, effectivement, va permettre plusieurs choses. Donc, tout d'abord, le premier intérêt du jeu, c'est qu'il va capter l'attention. Donc, ça, effectivement, ça fait écho à ce que tu viens de dire, Samuel, sur effectivement tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui pour capter l'attention des apprenants. Parce qu'il s'agit effectivement de la porte d'entrée de l'apprentissage, hein, tout simplement. Si l'apprenant n'est pas attentif, bah, il retient peu ces mathématiques, même si le contenu est pertinent. Ensuite, le deuxième intérêt du jeu, c'est qu'il va favoriser l'encodage actif et la mémorisation, pardon. Donc ça Je- aussi, Ouais. ça J'ai fait j'ai toujours en écho, tête, hein. ouais, j'ai en tête, c'est marrant parce que ça me revient là, vraiment dans la formation, mais je me rappelle avoir joué avec mes enfants lorsqu'ils étaient petits, on devait retrouver, c'est des jeux où il y a des animaux et ils ont des âges, des poids et il y a des compétitions à faire, qui est le plus vieux, etc. Et c'est marrant parce que jamais, si j'avais pas utilisé ce jeu, là, je me souviens qu'il y avait un animal un type lamentin. Bah, je sais qu'il a 70 ans d'espérance de vie. Voilà. Et là, je me dis, bah, c'est quelque chose qui avait permis de favoriser en fait l'encodage. Et l'encodage, bah, vous voyez, je crois que ça fait quelques années, malheureusement, que mes enfants sont plus grands. Voilà. Donc, mais il est toujours là. Et ça permet aussi justement d'encoder de manière active et Mm, mm, de mm. mémoriser. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant par rapport à ça. Tout à fait. Et justement, bah, pour en revenir justement à l'importance de la mémorisation, bah, c'est qu'elle est généralement plus efficace lorsque l'apprenant va agir et va prendre une décision, par exemple. Donc en fait, dans une activité ludique, l'apprenant ne va pas simplement recevoir une information, il va devoir en faire quelque chose en fait de cette information. Il va devoir la manipuler. Et c'est cet effort un peu cognitif justement qui va permettre justement de favoriser la mémorisation de la notion vue durant la formation. Le troisième intérêt du jeu, c'est qu'il va créer des boucles de feedback rapides. Donc, comme on le disait précédemment à plusieurs reprises, le feedback est super important pour l'apprenant. Et là, justement, il va pouvoir en avoir un dans l'immédiat, en fait, hein. Dès qu'il va se tromper, justement, il va savoir pourquoi il s'est trompé. Et c'est justement ça qui va lui permettre de s'améliorer et de transformer finalement l'erreur en opportunité d'apprentissage. Quatrième intérêt du jeu, c'est qu'il va favoriser le rappel actif des connaissances. Donc là, effectivement, l'enjeu, ce n'est pas seulement de relire ou de réécouter des informations, c'est aussi d'être capable de les retrouver en mémoire. Donc ça aussi, ça fait toujours écho à ce que tu as dit, Samuel, tout à l'heure par rapport à la mémorisation. Donc, par exemple, avec des quiz, des activités, des cartes questions, l'apprenant va pouvoir justement euh, essayer de justement de faire l'effort de revoir une notion qu'il a déjà vue précédemment dans la formation. Et c'est ça qui va renforcer justement la mémorisation des différents éléments. Ensuite, le jeu va permettre de faciliter le transfert vers la compétence. Donc ça, c'est vraiment aussi tout l'enjeu du jeu. Donc, c'est un peu le vrai objectif d'une formation finalement. Ce n'est pas simplement que l'apprenant retienne une information, c'est surtout cette capacité de pouvoir la réutiliser par la suite sur le terrain lors de son activité au travail. Donc ça, c'est vraiment le but ultime finalement, si je puis dire, de la formation. Et enfin, le jeu va agir positivement sur la motivation. Donc ça, voilà, c'est le format du jeu qui va être un petit peu, comment dire, qui va introduire par exemple des défis, de la curiosité justement. Ça change des supports un peu pompeux, si je puis dire, type PowerPoint par exemple. Donc c'est ça aussi qui va attirer
l'attention toujours des différents apprenants. Benoît, Ensuite, on a un joli challenge hein, si oui, on veut tenir nos timings. oui, ah oui, oui, je vois ça effectivement. On va faire synthétique. Par contre, la ludopédagogie n'est pas automatiquement efficace. Elle l'est seulement si certains paramètres sont respectés. Donc, les objectifs pédagogiques doivent être explicites et clairs pour justement que l'apprenant puisse savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il va apprendre au final. Ensuite, le jeu reste au service du contenu et non l'inverse. Donc ça, je l'ai dit un peu précédemment, effectivement, il ne faut pas que le jeu prenne le dessus sur le message pédagogique qu'on souhaite diffuser dans l'information. Le niveau de difficulté doit être adapté au public. Donc ça, tu l'as bien dit, Samuel, tout à l'heure. Si l'activité, par exemple, est trop facile, l'apprenant va décrocher. Et au contraire, si elle est trop difficile, il va plutôt se décourager. Donc, il faut juste trouver le juste milieu par rapport à ça. Ensuite, il faut qu'un débriefing soit organisé pour transformer l'expérience en apprentissage. Donc ça fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, effectivement, sans ces conditions, il y a vraiment un risque de divertissement sans apprentissage réel. Donc c'est ça justement qu'on veut éviter par rapport à ça. Donc là, on a souvent cette séquence qui est efficace et qu'on utilise en entreprise. Donc le jeu finalement va créer une expérience. Et dans cette expérience, un débriefing sera donc réalisé et formalisé pour pouvoir mettre en pratique justement les différentes connaissances obtenues durant la formation pour ensuite les transformer en compétences mobilisables. Et c'est cette répétition qui va permettre d'ancrer durablement la compétence. Donc effectivement, c'est cette combinaison qui va renforcer réellement l'acquisition de compétences. Donc pour rendre tout ça concret, justement, on va vous proposer de vous montrer quelques petites activités, des supports ludiques que nous avons développés chez Cebios et que nous utilisons régulièrement dans nos propres formations. Donc, on va commencer par vous présenter un concept de serious game autour de la qualité et de la sécurité des aliments. Donc là, hop, je vais changer mon écran. Tac, voilà. Donc, pour la création de ce support très rapide, en fait, on est parti de plusieurs objectifs pédagogiques. Puis, en collaboration avec nos ingénieurs, on a conçu un scénario qui a permis justement de répondre à ces objectifs. Donc là, pour vous décrire un petit peu le support, en fait, les participants sont plongés dans un scénario concret, donc avec une entreprise fictive qui va en fait créer un nouveau produit alimentaire pour justement pouvoir le mettre sur le marché. Donc à travers toutes les étapes de création de ce produit, les participants vont aborder des notions essentielles pour la sécurité des aliments et la qualité, comme par exemple les dangers en agroalimentaire, la traçabilité, l'étiquetage, les moyens de maîtrise et surtout les bonnes pratiques par rapport à ça. Donc l'intérêt de ce support, comment dire, c'est d'intégrer toutes ces notions que je viens de citer dans une situation proche de la réalité professionnelle. Donc d'avoir vraiment quelque chose de parlant pour l'apprenant. Justement, dans ce scénario très concret, on a également mis en place plusieurs activités ludiques, hein, qu'elles soient physiques avec des cartes, par exemple, ou plutôt digitales, avec, par exemple, des chasses au risque, des glissés-déposés, pour un petit peu diversifier les différents moyens d'apprentissage. Tac, tac, tac. Ensuite, on a... Pour information, pour faire cette partie, c'est une session qui permettait, en gros, sur un concept hyper ludique, puisque là, on est carrément dans une mise en situation complète, intégrant des activités ludiques. Je ne sais plus combien on en a dans celui-ci, mais On en euh, a 11. 11 activités ludiques ont Ouais. été intégrées et ça permet de former sur cette thématique, sur
des sessions de demi-journée et de journée. Et les retours sont extrêmement positifs sur cette partie parce que on a vraiment une approche à la fois très ludique et qui vient également être complétée par de nombreuses activités. Donc, les gens sont en action et sont en réflexion par rapport à un scénario qui est Mm. défini et qui leur est donné. Nous, je sais que pour faire ce développement, ça a été 3 mois de travail complet Ouais, pour c'est ça, ouais. le Mm, mm. développement à la fois de la stratégie pédagogique, derrière du contenu, de la formalisation et de la création de l'ensemble des activités. Voilà, donc c'est quelque chose qui est, on voit, on se dit, bah là, c'est assez, entre guillemets, facile à faire. Bah, c'est parfois le cas, on verra, il y a des activités ludiques qui sont faciles à faire, faciles à mettre en œuvre, mais il y en a qui sont vraiment complexes parce qu'on veut avoir une approche globale de l'acquisition des compétences à travers un support, là, qui était très ambitieux, puisque on est sur un traitement quand même global, plus dédié à des personnes qui ont quand même déjà une connaissance avancée en termes de sécurité des aliments et on traite vraiment différentes pratiques. Voilà. Mais c'est un exemple très concret Mm, de mm. support complet qui a été développé. Exactement. Et ensuite, nous avons un deuxième exemple d'activité qu'on voulait également vous montrer, qui est quant à lui plutôt dédié à la partie environnementale, et donc qui va prendre la forme en fait d'une chasse au risque. Donc là, on voulait vous faire participer, mais au vu du timing, on va pas malheureusement avoir le temps, voilà. Mais par contre, Après, du ce qui est coup, intéressant pour vous, je crois, hein, Benoît, c'est ça, oui, c'est dans tous les cas, comme vous aurez le support, c'est vous ça. pourrez aller Ouais, faire tout à fait. l'activité, voir un petit peu les éléments. On peut rapidement nous la présenter Oui, oui, et puis oui, vous aurez de toute façon avec le support l'accès direct aux activités. Et je crois que ça très clairement répond à la question, est-ce que le jeu peut être considéré comme une pratique dans le cas où il est difficile d'aller sur le terrain? Bah là, je pense qu'on va avoir une sorte d'illustration de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Voilà. exactement. Donc, hop, je vais directement du coup sur l'activité. Donc, comme je le disais, en fait, cette activité prend la forme d'une chasse au risque dans laquelle on va devoir, comment dire, euh, trouver des situations qui peuvent engendrer des risques sur l'environnement. Donc là, en l'occurrence, on peut voir par exemple un déversement directement sur le sol, un déversement de produits chimiques. Donc là, on peut, en cliquant dessus, justement retrouver la conséquence concrète de cette situation sur l'environnement, avec également l'impact environnemental associé. Benoît, tu me dis si je me trompe, mais Oui, je sais qu'on a aussi des supports où parfois on va demander quelle est l'action à réaliser qui permette de contrer cette mauvaise pratique, etc. également hein, tout à sur fait, les oui. parties. Et là, on est vraiment dans l'aspect, bah, je peux me tromper, si je me trompe, je vais apprendre, j'ai les infos. On est vraiment sur des choses assez sympathiques, quoi. Exactement. Et là, ce qui est aussi intéressant sur ce type d'activité, c'est qu'on a des petites anecdotes aussi qui vont s'afficher selon le risque qui a été trouvé et qui vont en fait pouvoir rendre un peu plus concret finalement la situation à risque qui a été trouvée par l'apprenant. Donc là, par exemple, effectivement, on peut voir qu'une canette met entre 100 et 500 ans à se dégrader. Donc c'est des petits éléments comme ça qui vont pouvoir aussi capter d'une certaine manière l'attention sur l'apprenant par rapport à ça. Donc voilà un petit peu, je ne veux pas balayer toute l'activité, mais ça vous donne une petite idée, comme l'a dit Samuel, sur ce qu'on peut Je, retrouver je sais effectivement. qu'on a beaucoup de clients, par exemple, pour lesquels on a carrément recréé leur environnement de production. Oui, On se exactement, déplace en oui. intérieur, en extérieur. On peut faire des éléments de sécurité, d'environnement, Et de ouais, qualité, de sécurité des aliments, avec des niveaux qui peuvent être soit je vais trouver juste les mauvaises pratiques, mais ça peut être je peux les associer aux bonnes pratiques à faire. Il y en a, si on ne trouve pas tout, on doit recommencer, etc. Donc c'est assez intéressant. tout à fait. Et pour finir la présentation de nos exemples concrets, je vais enchaîner sur un jeu physique cette fois qu'on a pu développer pour l'un de nos clients et qu'on utilise nous-mêmes pour nos formations, dédié aux risques chimiques et à l'étiquetage des produits chimiques. Donc ça, c'est un format qui est vraiment intéressant parce qu'il va combiner manipulation, échange avec les apprenants et justement avec une réflexion un peu collective dessus. Donc en fait, c'est un véritable finalement jeu de société avec un jeu de cartes qui va balayer
les notions essentielles autour du risque chimique à travers plusieurs thèmes, 5 thèmes principaux. Et en fait, du coup, bah, le but du jeu, finalement, c'est de répondre correctement à ces questions pour pouvoir remporter la partie en quelque sorte. Donc, ça va aussi amener une espèce de compétition positive aussi par rapport à ça. Là, on est sur des éléments extrêmement, ça a l'air très, comment dire, classique, mais tout est vraiment bordé pour que ça corresponde à nos activités et Oui, notre tout à objectif. fait. Mm. On sait que les règles du jeu font que systématiquement, les équipes vont tomber dans les questions qui seront dans les thèmes. Là, on peut pas, les règles du jeu font qu'on passera forcément par tous les thèmes. On se rend compte également qu'on les fait travailler par équipe, ce qui est plutôt bien parce que Ouais, ça amène de la cohésion, on fait des tout à systèmes fait. de groupe, ça Interaction, tout amène ça, de oui. l'interaction. Mm, mm. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, bah, les équipes jouent à tour de rôle. Et au démarrage, on a une tendance à se dire, bah, l'équipe qui n'est pas à son tour va pas interagir, mais en fait, elle interagit énormément en essayant des fois d'induire de mauvaises réponses dans l'équipe adverse ou Mm. se pose la question par rapport à ça. Et là, typiquement, nous, par exemple, c'est un format, lorsqu'on a fait ce développement pédagogique, ben, on sait exactement qu'on va travailler plutôt sur une activité dite de synthèse qui peut être faite, par exemple, en fin de formation sur les risques chimiques et qui permet de faire justement du rebouclage. C'est hyper intéressant pour les équipes. Et on sait aussi que ça peut être utilisé un peu de manière individuelle, en rajouter à des sessions. Et c'est une session, le timing a été fait pour qu'on ait un développement sur environ 45 minutes à 1 heure d'activité Ouais. pour des groupes environ jusque 10 personnes. Ça fonctionne vraiment bien. Mm, mm. On a, je dirais, un créneau 6-10 qui est vraiment optimal. 12-13, il y a peut-être un peu trop de monde après autour de la table si on va au-delà. Et puis 3-4, bah, c'est comme toutes les actions de groupe. Lorsque le groupe est plus petit, il y a un petit peu moins d'interaction. Donc des fois, c'est un petit peu moins actif. Voilà. Donc, c'est bien, du coup, je te laisse reprendre le Ouais, relais sur la bah oui, oui, partie. j'ai plus beaucoup de temps, mais c'est juste pour vous faire un petit retour d'expérience de cas qui sont arrivés à plusieurs de nos clients dans des thématiques. Je pense que c'est des choses qui parlent quand même à beaucoup de sociétés. Bah, on a eu le cas d'un client qui nous avait contacté il y a de ça, je crois, quelques années. Et le contexte, en fait, quand on a rencontré cette entreprise, bah, voilà ce qu'ils faisaient, en gros. Ils avaient des formations aux bonnes pratiques, qualité, sécurité des aliments, environnement, et qui étaient faites plutôt de manière traditionnelle. C'est une société de 150 salariés et ils avaient un support PowerPoint avec 100 slides, très théorique. Et je pense qu'on est tous aujourd'hui, on est tous arrivés des fois dans des formations où on voit le nombre de slides et on se dit, ouh là là, ça va être long, ça va être compliqué par rapport à ça. Et très clairement, malgré comment dire, le fait que les gens, et entre guillemets, là, l'entreprise investissaient du temps, passait du temps à former les personnes, on avait vraiment du personnel qui était démotivé à venir en formation, du fait du support, en fait, Mm, mm. qui était fait, du contenu. Et notre client avait été assez challengeant. Bah, voilà, les gens s'endormaient en salle et ils avaient des pratiques partiellement appliquées sur le terrain. Donc voilà. Et donc le challenge qu'on avait, c'était de relever cette partie en se disant, bah, en fait, on a un enjeu, c'était de traiter ces thématiques-là et Benoît, je pense que tu peux passer sur le slide suivant dessus. Mais voilà. Et en fait, c'était de dire, bah, en fait, comment, tic, 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 on a pu transformer, en fait, en gardant globalement les mêmes thématiques avec une approche de ludopédagogie. Et donc, en fait, l'approche qu'on a proposée à notre client, c'était le développement d'un ce qu'on appelle un passeport de bonne pratique donc qui Mhm. permettait en fait de faire un jeu où en gros il fallait avoir tous les checks de son passeport pour pouvoir entre guillemets valider sa formation. Et c'était un support qu'on a fait qui était extrêmement basé sur le management visuel et avec beaucoup de personnalisation propre à l'entreprise. Donc ça, l'idée, c'était aussi de contrecarrer l'effet négatif du PowerPoint, en fait, avec beaucoup de Exactement, textes, oui. etc. Mm. Et on a décidé d'avoir une approche avec une activité de pratique, notamment sur lequel on avait
intégrer cette activité ludique. Donc, quand on parle de ludopédagogie, donc là, on avait en gros 3h30 de formation sur lequel moitié des activités étaient digitales, moitié des activités étaient physiques. Et les activités physiques, l'air de rien, c'est très important également dans une salle. Quand vous Ouais. faites lever les personnes de leur Mm. place, quand vous les faites bouger, quand vous leur faites manipuler des C'est éléments ça. par rapport à ça. Je vais prendre un exemple. J'ai en tête une des activités. C'était une activité agroalimentaire. C'était pour sensibiliser sur le risque allergène. Et ben, on avait une activité où, en gros, il y avait les 14 allergènes majeurs qui étaient dans des pots. Donc, on avait clairement de l'œuf, des éléments par rapport à ça. Et les gens devaient replacer, en fait, les allergènes qui étaient dans des pots sur leur nom, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, bah, il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais vu du soja, des éléments de ce type-là. Mm. Et après, ils devaient trouver les allergènes qui étaient sur leur site à eux, en fait. Quels sont ceux que nous, on utilise? Et je trouve ça hyper intéressant parce que là, vous avez très clairement du pratique, il y a de l'échange, on travaille de couple. Il y avait également, bien sûr, des activités digitales. Et on l'a dit, le jeu pour le jeu, c'est très bien. Mais là, on avait vraiment fait une approche. On a une activité. Donc, on apprend à travers l'activité. On fait les activités, on fait des chasses au risque. Et après, on avait des fiches de synthèse qui permettaient de refaire une partie de théorie et de rebouclage, en fait, par rapport à ça. Et qui permettaient de aller sur les éléments essentiels qu'on souhaitait passer dans la formation et une évaluation finale pour mesurer l'atteinte vraiment des objectifs avec un lien très précis sur les objectifs qui avaient été définis. Je Ouais. sais que ce client-là, on est intervenu plusieurs années et ça nous a même permis d'ajuster en fonction des évaluations, de réajuster certaines thématiques par rapport à ça. Euh, nous avons un merci pour la formation. Je remercie également la personne. J'ai presque fini, donc on va vraiment aller. Et puis, on a eu une transformation vraiment différente en termes d'apprentissage. Et je sais que c'était un petit peu l'enjeu, c'était aussi de faire adhérer les participants à cette thématique, puisqu'en fait, on traitait des mêmes sujets de fond, mais là, on les Mm. avait abordés de manière complètement différente. C'est ça. Déjà, pour les formateurs, nous, nos équipes, ben, ils ont observé une très bonne participation, mais de toute façon, le support contraignait, entre guillemets, à avoir beaucoup de participation. Et ce qui était hyper important, c'est qu'on a mis en place des évaluations pour voir si les gens appréciaient en fait la formation qui avait été faite. Et donc, on a eu sur ce support-là 99% d'évaluation en bien ou très bien. Donc ça, c'est hyper intéressant de passer, de se dire, bah, on a traité le même sujet et on passe d'une année où les gens ne veulent plus aller en formation à j'ai trouvé ça hyper intéressant et il faut le refaire l'année suivante. Et surtout, bah, une meilleure application des pratiques sur le terrain. Parce que à l'après, c'est très bien d'avoir quelque chose qui est ludique et qui Mm. marche, mais derrière, bah, comme les gens étaient mieux Mm. sensibilisés et adhéraient mieux au message, bah, derrière, les pratiques étaient mieux respectées. Voilà pour les grandes lignes qu'il y a et qui sont présentes dessus. Voilà pour cette partie de ludopédagogie. Je vous remercie tous pour votre participation par rapport à ça. J'espère que ça vous aura donné beaucoup d'idées pour vos actions de Mm. formation. Vous avez beaucoup de choses qui peuvent être développées en interne. C'est des éléments qui peuvent se faire, mais c'est vraiment d'avoir, je dirais, cette ingénierie pédagogique qui est faite. Et c'est aussi, bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations ou d'échanges, vous pouvez tout à fait nous recontacter pour avoir des éléments. Je sais que parmi les participants, nous avons certains de nos clients, donc je vous passe tous un bonjour direct par rapport à ça. Bah, pour vos projets, si vous avez des projets de formation pour tout ce qui est management des risques, e-learning, performance, n'hésitez pas à faire appel à nous. On a d'énormes compétences, que ce soit en formation présentielle, mais également en développement de solutions e-learning. Tout à Et fait. j'ai également une information à vous donner. Ce type de conférence, on a décidé pour Cebios de faire tous les mois, à partir du mois de septembre, il y aura une conférence tous les mois qui sera faite pour le management des risques et de la performance. Il y aura plein de thématiques à aborder. On a déjà abordé la digitalisation des audits. On a abordé aujourd'hui la ludopédagogie. On va
aborder demain beaucoup de thèmes sur la veille réglementaire, sur des formations et des schémas de 1 heure, donc des formats de conférences. On va également avoir des conférences mixtes sur lesquelles on va avoir des invités spécifiques qui vont venir apporter également leurs compétences. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à vous inscrire aux prochaines sessions. Mm. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée. Désolé, nous avons un petit peu débordé, euh, mais je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée et enfin une fin de semaine. Et je vous dis à bientôt, je l'espère. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Bon Au appétit revoir. aussi. À bientôt, au revoir. Au revoir.